Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur Equinox Télévision, c'est Actu Santé. Au Cameroun, environ 15% de la population souffre d'obésité. Plusieurs facteurs peuvent le justifier et la plupart des victimes s'exposent à des maladies cardiovasculaires et autres cancers. Vous l'avez donc compris, ce soir, nous parlons de l'obésité avec le docteur Mbango Noël Désiré, endocrinologue et diabétologue en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Bonsoir docteur et merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir Nadine, merci. Alors avec vous, nous allons ensemble décrypter sur l'obésité qui gagne du terrain au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Alors, docteur Mbango, comment savoir qu'on est obèse? Merci Nadine. Je voudrais d'abord préciser que l'obésité a été définie comme une maladie chronique par l'OMS. Donc, il faut qu'on sache que c'est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de masse grasse dans le corps humain qui peut nuire à la santé. Donc, c'est une véritable maladie chronique. Alors, comment savoir qu'on est obèse? C'est simple. Il y a, sur le plan universel, sur le plan international, il y a juste un petit test qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc, c'est le poids en kilogrammes rapporté ou divisé par la taille en mètres carrés. Donc, prenons un exemple. Vous avez une personne, un individu qui mesure 1,60 m et qui pèse 80 kg. Donc, le carré de la taille dans 1,60 m au carré, ça fait 2,56. Et quand on rapporte 80, donc sur 2,56, ça nous donne 31. Donc, 31 en kilogrammes par mètre carré. Et maintenant, l'OMS a défini donc des différents seuils qui permettent de dire à partir de tel chiffre, on est obèse. Donc, avec un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, on est obèse. Mais il y a d'autres stades. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Entre 18 et 25, on est normal. Et à moins de 18, on est maigre. Donc, voilà comment on peut savoir qu'on est obèse avec un IMC. En calculant l'IMC simplement, si l'IMC est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, on peut parler d'obésité. C'est vrai. Oui, docteur, et quelle différence donc avec le surpoids ou la surcharge pondérale? Voilà. Alors, le surpoids, comme je vous l'ai dit, c'est la phase, on peut dire la phase qui vient avant l'obésité. C'est une question de seuil. Le surpoids, c'est également une accumulation anormale de la graisse qui peut nuire à la santé, mais lorsque l'indice de masse corporelle est compris entre 25 et 30. Mais il a moins de problèmes sur le plan de répercussions sur le plan santé que l'obésité, surtout parce que ce n'est pas tout le temps qu'il peut s'accompagner d'une répartition anormale de la graisse au niveau du ventre. Voilà, donc on peut dire que c'est la phase avant l'obésité. Mais l'OMS reconnaît les deux comme des entités qui peuvent créer des problèmes. Parce que vous allez voir partout, on parle de surpoids et obésité en même temps. Parce qu'à partir de surpoids, si on ne fait rien, les problèmes vont continuer. Donc, on va passer à la phase d'obésité et on continue avec les répercussions et les risques que ces deux entités peuvent entraîner dans l'organisme. Alors, docteur, pourquoi l'obésité est qualifiée d'épidémie? Alors, l'obésité est qualifiée d'épidémie parce que le nombre de personnes est croissant, sans cesse croissant. Depuis une dizaine d'années, on a triplé pratiquement le nombre de personnes partout dans le monde. Donc, épidémie parce que ça touche tous les pays, que ce soit industrialisé, que ce soit les pays à faible revenu. Donc, ça touche tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Donc, épidémie aussi parce que le nombre est sans cesse croissant et ça ira de plus en plus croissant. Au Cameroun, je pense qu'on dénombre dans les 2 millions d'obèses avec une prévalence autour de 15% qui est partie de 5 à plus 8 et puis maintenant on est à 15. Donc, vous voyez qu'on est en augmentation croissante là et voilà. Alors, et docteur, qu'est-ce qui explique donc cette progression de l'obésité, principalement au Cameroun? Quelles sont les véritables causes de cette maladie?
Alors, le Cameroun fait partie des pays qui se sont urbanisés et il y a une industrialisation. Maintenant, beaucoup plus de gens habitent en ville, donc dans les zones urbaines. Ça progresse parce que les habitudes, on essaye de s'occidentaliser. Sur le plan alimentaire particulièrement, on tend à manger comme les occidentaux, les fast-foods, les aliments riches en graisse. Et puis maintenant, le cadre de vie ne nous permet plus d'avoir des activités physiques qui nous font bouger. Donc on est en train de prendre l'ascenseur tout le temps, on est dans le taxi, on rentre le soir, on est devant la télé, on passe plus de 2 heures devant la télé. Donc ce sont les principales raisons qui... surtout pour les personnes qui vivent en zone urbaine, qui expliquent que cette progression est de plus en plus importante. Est-ce qu'il y a un peu un aspect héréditaire? Parce que l'on constate que dans certaines familles, lorsqu'un parent a été obèse, l'enfant également développe certains symptômes. Voilà, il y a une part de l'hérédité. Il y a une part de l'hérédité, mais à elle seule, elle ne peut pas expliquer parce qu'on a constaté que vous pouvez prendre 2 individus, mais qui mangent la même chose tous les jours, mais qui ne prennent pas le poids de la même façon. Donc, effectivement, parmi les différents facteurs, il y a l'hérédité, mais ce n'est pas la seule cause qui peut expliquer. Et toujours au Cameroun, docteur, la prévalence de l'obésité est-elle plus élevée chez les hommes ou alors les femmes? Elle est plus élevée chez la femme que chez l'homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait problème? On peut dire que les hommes sont peut-être plus actifs ou alors ont des activités qui leur permettent de bouger plus. Et les femmes ont des problèmes hormonaux. Les femmes, peut-être le fait d'être dans la société ou à la maison, on a l'impression qu'elle travaille peut-être, mais ce n'est pas aussi actif. Donc, il y a beaucoup plus de sédentarité. Il y a des phénomènes hormonaux également qui peuvent expliquer pourquoi cette différence. Et surtout que les maternités aussi, les femmes ont tendance à prendre du poids. Et comme parfois les maternités sont rapprochées, donc si rien n'est fait, donc le poids n'est pas perdu, il continue de s'installer au fil des maternités. C'est comme ça que moi je peux expliquer pourquoi les femmes sont plus... J'ai suivi également certains scientifiques dire que la prise des pilules chez les femmes peut également justifier cette prise excessive de poids. Oui, la pilule fait partie des causes médicamenteuses. Donc en dehors de la pilule, il y a d'autres facteurs. Mais au Cameroun, je ne suis pas sûre que beaucoup de femmes prennent la pilule. Parce que normalement, la pilule fait partie du planning familial. Mais bon, je ne sais pas si sur 100 femmes, on va trouver 80 qui prennent la pilule. Donc ça peut être effectivement une raison, mais pas des plus importantes. D'accord. Et qu'en est-il de l'obésité infantile? Les causes sont toujours les mêmes que chez les adultes? Oui, l'obésité infantile est une réalité. Le nombre de patients augmente, d'enfants obèses augmente. Alors également, c'est la malbouffe aussi. Parce qu'on a tendance à manger trop sucré, les bonbons, les boissons, à faire boire aux enfants les boissons, les biscuits. Donc, et les enfants ont perdu cette activité physique que les autres avaient auparavant. Donc, les enfants ne jouent plus vraiment, ils sont devant la télé. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de sport à l'école, mais c'est presque les mêmes symptômes. Mais les enfants ont également quelque chose, c'est-à-dire que pendant leur croissance intra-utérine, il y a certains facteurs qu'on appelle épigénétiques qui aident, qui donnent un environnement obésogène à l'enfant. Et puis, il y a ce qu'on appelle le rebond d'adiposité. Donc, si un enfant, avant 6 ans, a déjà plus que de la normale, ça veut dire qu'à l'âge adulte, il sera également obèse. Donc, en dehors des conditions environnementales, sociétales, comportement, il y a également cet environnement dans le ventre de l'enfant qui prédispose à être obèse. Alors, quels sont donc les risques de cette obésité sur la santé? Alors, l'obésité, donc, comme je disais tout à l'heure, détériore gravement la santé. Et les risques sont nombreux.
surtout sur le plan cardiovasculaire. Donc, l'obésité entraîne une surmortalité du risque cardiovasculaire. Il expose aux maladies principales que vous connaissez, l'hypertension artérielle, l'AVC, les maladies coronariennes. Il expose aux maladies métaboliques comme le diabète, l'hyperuricémie et ou la goutte. Et l'obésité a d'autres risques, notamment articulaires. Donc c'est très important de savoir parce que ça altère beaucoup la qualité de vie. Et les articulations les plus touchées sont les genoux, les hanches et les vertèbres lombaires. Donc vous allez voir, les gens se prennent de lombalgie, de gonalgie et d'arthrose de la hanche. Donc sur le plan mécanique également, il y a des troubles respiratoires. Donc les obèses sont exposés à ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Donc en français falsi, ça veut dire que lorsque le patient dort, la respiration peut s'arrêter parce qu'il y a un problème d'air, les voies sont hypertrophiées, donc l'air ne circule pas bien et le patient peut arrêter de respirer. Ça arrive plusieurs moments dans la nuit et ça altère beaucoup la qualité de vie parce que son sommeil est perturbé et le matin donc il est fatigué et ça peut entraîner d'autres choses, ça maintient la tension et tout ça. Donc sur le plan mécanique, donc il y a ça. Et maintenant la notion de cancer, donc l'obésité expose pour l'homme cancer de la prostate, pour la femme, le cancer du sein et de l'endomètre. Donc, autre chose, sur le plan psychologique également, l'obésité peut entraîner donc une dépression, une mésestime de soi parce que la société, on est stigmatisé. Voilà, donc les principaux risques, vous voyez qu'ils sont nombreux. Donc ça veut dire que l'obésité est vraiment quelque chose à considérer comme une maladie telle que l'OMS le décrit. Alors sur la fertilité de l'homme et de la femme, l'obésité peut-elle avoir un impact ? Oui, effectivement, prenons le cas de la femme, commençons par la femme. L'obésité réduit énormément la fertilité. Donc, une femme obèse ne peut pas tomber enceinte facilement. Pour les détails, il y a comment on appelle la rareté des ovulations, la perturbation du cycle ovulatoire liée à l'obésité. Et même il y a une maladie associée qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques qui perturbe également l'ovulation et participe à l'hypofertilité chez la femme. Il y a également donc des anomalies au niveau de l'endomètre, donc ce qui fait que même s'il y a une implantation, bon, il peut y avoir des fausses couches, etc. Pour l'homme, c'est également au niveau du taux de testostérone qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas assez de sperme pour pouvoir féconder naturellement la femme. Donc sur le plan fertilité également, il y a problème. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué la stigmatisation. Comment ces patients obèses vivent-ils leur obésité ? Alors, il y a deux sortes de patients. Il y a des patients qui ne sont pas conscients de leur obésité. Donc pour eux, c'est un plaisir ou alors on les envie, par exemple, le temps d'une femme mariée ou d'un homme marié. Quand il a la bedaine, il se dit « Ah, il est bien nourri » ou elle se dit « Elle est bien entretenue » et tout, alors que c'est déjà un problème. Donc, ce genre de personnes ne sont pas vraiment conscients. Par contre, celui qui est conscient de son obésité, il le vit très mal. Il est frustré parce qu'il enchaîne régime amaigrissant sur régime amaigrissant et des fois, il reprend le poids à cause de l'effet yo-yo. Ensuite, il est stigmatisé. On pointe du doigt, on l'accuse de quelqu'un qui a une mauvaise alimentation. Et donc, finalement, on est anxieux, on se referme sur soi, on ne veut pas sortir, on se referme vraiment sur soi et ça entraîne une dépression. Donc, la plupart des gens, c'est vraiment mal vécu, c'est stressant, c'est vraiment quelque chose qui a une répercussion. C'est pour ça que dans la prise en charge, il faut associer des gens qui vont aider sur le côté psychique. Vous, en tant qu'endocrinologue et diabétologue, comment réagissez-vous à ces frustrations des patients obèses? Alors, notre métier déjà en tant que médecin, c'est d'avoir de l'empathie pour les patients, de la sympathie, pardon. Il faut que les patients se sentent rassurés, il faut établir un lien fort avec le patient. Donc, nous devons les rassurer.
Nous voulons les rassurer et surtout en faisant le répertoire des facteurs liés aux patients. Parfois, on se rend compte qu'en fait, il y a une petite part d'hérédité, que ce n'est pas vraiment leur faute aussi. Donc, on essaie de trouver les mots pour les rassurer qu'il y a des solutions pour pouvoir les aider. C'est vrai que la prise en charge est au long cours, mais on essaie de les rassurer au maximum et surtout de les orienter quand il y a un réel problème de dépression, de les orienter vers les personnes spécialisées, notamment le psychologue ou le psychiatre en fonction de la gravité de la situation. Donc sur le plan psychologique, on essaie de les aider comme ça. Maintenant, on les prend en charge sur le plan physique, tout ce qu'il y a à faire par rapport à la prise en charge, mais sur le plan psychologique, notre rôle, c'est de les rassurer, d'établir un lien. Parce que comme la prise en charge est au long cours, il faut que le patient soit vraiment ait un bon lien avec son patient, avec son médecin, pour qu'il puisse revenir et suivre la prise en charge jusqu'au bout. D'accord, tout à l'heure, on va évoquer la prise en charge, mais déjà, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à la femme enceinte. Est-ce qu'il peut avoir des risques de surpoids ou alors d'obésité et quelles peuvent être les conséquences d'un IMC supérieur avant une grossesse? Comme déjà pour toute femme, comme j'ai donné les risques tout à l'heure, ils sont les mêmes. Mais seulement par rapport à la femme qui veut tomber enceinte, elle ferait mieux d'avoir un IMC normal. Vu qu'elle est prédisposée à faire du diabète gestationnel, elle est prédisposée à faire également, sur le plan du bébé, on appelle un excès de liquide amniotique. Donc c'est important pour la femme qui veut tomber avant la grossesse, qui veut tomber enceinte, d'avoir un IMC normal. Quand elle a déjà un IMC élevé, les complications peuvent s'en suivre pendant la grossesse, notamment le diabète gestationnel, la prééclampsie, les accouchements prématurés et même les avortements spontanés. Alors, concernant la femme enceinte spécifiquement, quel est son suivi avant de revenir sur les autres de façon générale? Alors, une femme qui est enceinte et qui est obèse. Mais normalement, pendant la grossesse, ce n'est pas intéressant de parler d'obésité. On parle d'obésité avant. Donc, une femme enceinte qui, en se renseignant, se rend compte qu'elle avait déjà un IMC supérieur à 30, les conseils vont dans le sens de elle ne doit pas prendre plus de 9 kilos. Donc, entre 5 et 9 kilos pour son poids pendant toute la grossesse. Et donc maintenant, la prise en charge permet donc de rassurer la patiente, de la sensibiliser quant au risque qu'elle court si elle ne fait pas attention à son alimentation, ou si elle ne fait pas attention à son poids. Voilà, parce qu'il faut qu'elle sache qu'elle doit limiter son poids entre 5 et 9 kilos. Mais pour une femme qui a un IMC normal, elle peut prendre ses kilos normalement, de 11 à 16 kilos, elle peut prendre ses kilos normalement. Une femme en surpoids, encore, on peut aller entre 7 et 11 kilos. Donc, la prise en charge, elle est comme les autres prises en charge, nutritionnelle, surtout, à encourager l'activité, mais surtout axée par rapport aux problèmes précis. Elle peut avoir, comme on a parlé du diabète gestationnel, donc il y a un suivi par rapport au diabète gestationnel, un suivi rigoureux des glycémies, une modification des habitudes alimentaires et puis maintenant en fonction de la gravité, l'instauration d'un traitement de l'insuline et tout ça. Justement, on aimerait davantage plus savoir sur ce traitement parce qu'on a souvent comme l'impression qu'il se résume simplement au régime alimentaire. Est-ce qu'il y a la prise des médicaments ou alors une chirurgie, une éventuelle chirurgie? Alors, concernant la prise en charge de l'obésité, le premier traitement, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Parce que les mesures hygiéno-diététiques vont nous aider à faire perdre au moins entre 5 à 10% du poids initial. Donc, les études ont montré que si le patient obèse perd seulement entre 5 et 10% de son poids initial, on peut améliorer par exemple une baisse de la tension, une baisse de la glycémie, là on peut améliorer la qualité de vie. Donc
les mesures hygiéno-diététiques sont importantes. Elles ne sont pas les seules. Bon, on va revenir peut-être, mais en dehors des mesures hygiéno-diététiques, il y a des médicaments. Mais ces médicaments, il n'y en a qu'un seul qui a l'AMM, mais qui n'est pas vraiment utilisé et qui n'est pas recommandé à cause de son manque d'efficacité. C'est le Zénical. Donc, vous verrez dans les programmes de prise en charge, très peu prescrivent ce médicament-ci. Maintenant, la chirurgie est la troisième alternative chez des patients obèses qui ont une obésité morbide. Mais on peut également, ça peut être également indiqué chez des patients obèses entre 35 et 40 kg par mètre carré qui ont des tares, des comorbidités, qui ont peut-être du diabète sucré qu'on n'arrive pas à gérer, qui ont des problèmes respiratoires, bref. Ce n'est pas seulement pour les gens qui ont une obésité morbide, la chirurgie, mais c'est également pour ceux qui ont déjà des problèmes, dont des complications de cette obésité. Donc, justement, à l'hôpital gynéco, on va en train de mettre en place donc, un staff pour pouvoir gérer également sur le plan chirurgical, mettre en place la chirurgie bariatrique parce que de plus en plus on a des patients dans cette catégorie, on a des indications, voilà. Mais quand on revient sur le plan des mesures hygiéno-diététiques, comme je disais tout à l'heure, en dehors de l'alimentation, il y a également l'activité physique. L'activité physique ne veut pas dire qu'on doit faire du sport, on doit être un grand sportif. Non, l'OMS recommande 150 minutes par semaine. Donc on peut repartir sur la semaine, minimum de 30 minutes. Et donc il y a aussi de changer notre mode de vie de sédentaire. Donc tous les conseils par rapport à l'activité vont dans ce sens. Évitez de prendre tout le temps l'ascenseur, réfléchissez dans votre entourage, dans votre lieu de service, ce que vous pouvez faire pour augmenter votre activité physique. Peut-être avant d'arriver à la maison, vous descendez à 1 km, vous marchez à pied. Donc favorisez donc l'activité pour que les muscles se mettent à bouger et éviter la sédentarité. Maintenant, sur le plan de l'alimentation, même proprement dite, donc il faut simplement réduire la consommation des aliments gras parce que c'est ça le problème. Le déséquilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on perd, ce qu'on dépense en énergie, il est important. On mange plus, mais on n'arrive pas à dépenser. Et on mange plus des aliments gras à cause de l'industrialisation, l'urbanisation et tout ça. Donc, l'un des piliers, donc l'éducation, dans la sensibilisation de la population, c'est donc ça. Les conseils donc vont dans le sens de limiter la consommation des aliments gras et ensuite, aussi important, réduire la taille des portions parce qu'on mange beaucoup. Si on mange un peu, ça va aller, mais comme on mange beaucoup, ben, voilà, ça crée problème. Si on comprend bien, le traitement, il est pratiquement à vie parce qu'à tout moment, on peut le traitement, voilà, dans la prise en charge, il faut insister pour que le patient comprenne bien que c'est au long cours. Si le patient n'a pas intégré ça, à la moindre difficulté, il peut baisser les bras. Et c'est une des raisons pour lesquelles dans l'indication de la chirurgie bariatrique, il faut un patient qui mentalement peut supporter de se faire prendre en charge pendant 1 an déjà d'assiduité, de suivi, de coaching sur le plan nutritionnel. On voit l'échec avant de passer à la chirurgie et même après la chirurgie, il faut encore un suivi. Donc c'est vraiment de comprendre que c'est une pathologie au long cours. Comme on a dit, c'est une maladie chronique, donc il faut mettre tout en place. C'est pour ça qu'on travaille en collégialité. Il y a des médecins endocrinologues, dont à HGOPED, on a 2 médecins endocrinologues. On a des chirurgiens qui sont là pour gérer. On a des psychologues qui sont là pour gérer l'aspect psychologique. On a un nutritionniste. Donc, quand on a un cas, on travaille vraiment en collégialité. Sinon, la prise en charge qui est partielle, bon, elle risque de ne pas donner vraiment de bons résultats et on risque d'avoir un phénomène de yo-yo, donc une reprise pondérale, alors que l'objectif c'est de perdre 5 à 10% et de les maintenir. Et ça devient encore plus grave lorsqu'on a l'effet yo-yo. Oui, sur le plan psychologique, le patient est déçu, il est frustré et on prend plus de poids
dans l'effet yo-yo, on prend plus de poids et on rentre dans le cercle vicieux. Donc, si on prend plus de poids, les risques seront plus nombreux. D'accord. On va devoir sortir de cette émission. Docteur Mbango, alors un bref récap, qu'est-ce qu'on devrait retenir lorsqu'on parle de l'obésité et les mesures de prévention? Voilà. On devrait retenir d'abord ce que c'est que l'obésité, parce que comprendre que l'obésité est devenue une maladie chronique, donc ce n'est plus quelque chose avec laquelle on doit s'amuser. Donc on doit faire des efforts pour prévenir, pour éviter à ce niveau-là. Alors la prévention est très importante. La prévention consiste donc à adopter des mesures hygiéno-diététiques, adopter une vie saine. Donc on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'activité physique. Donc nous encourageons les citoyens à adopter une alimentation saine, donc à limiter la consommation des graisses, des sucres et des boissons alcoolisées et sucrées, manger beaucoup plus de fruits et des légumes, réduire la taille des portions, faire du sport, dormir aussi, ça on a oublié tout à l'heure, dormir suffisamment pour pouvoir prévenir le diabète, pour pouvoir prévenir l'obésité et surtout l'obésité la plus fréquente qu'on connaît, l'obésité commune. Merci, docteur Mbango Ekuta Noël Désiré, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être passé et surtout de nous aider à éclairer la population, à sensibiliser les populations par rapport à ce phénomène qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est devenu une épidémie et dont on doit s'en occuper. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain. Prenez soin de vous.